La série commence par une scène en noir et blanc où notre protagoniste, nommé Gi-hun, joue avec ses amis Sang-woo, Jung-bae et d'autres enfants à un jeu appelé Jeu du calmar. C'est un jeu réel, encore populaire parmi les enfants en Corée du Sud. Il est probable que vous n'y ayez jamais joué, car c'est un jeu exclusivement coréen, mais il ressemble un peu au jeu des Cosaques et voleurs en Europe de l'Est et à Police et voleurs en Europe de l'Ouest. Le principe du jeu consiste à dessiner sur le sol une forme spéciale ressemblant à un calmar. Les joueurs se divisent en deux équipes, les attaquants et les défenseurs. Les défenseurs peuvent courir à l'intérieur du terrain sur deux jambes, tandis que les attaquants doivent sauter autour du terrain sur une seule jambe. Le but des défenseurs est d'empêcher les attaquants de franchir la ligne de défense, sinon ces derniers peuvent aussi se déplacer sur deux jambes. Pour gagner, un attaquant doit atteindre une zone spécifique située dans la tête du calmar, mais s'il est poussé hors du terrain, il est éliminé. Quelques décennies plus tard, nous retrouvons Gi-hun, désormais âgé de 47 ans. Il a divorcé et a perdu son emploi en raison de licenciements massifs. Désormais, il travaille comme chauffeur de taxi et peine à joindre les deux bouts. Nous apprenons également qu'il vit avec sa mère et que c'est aujourd'hui l'anniversaire de sa fille. Sa mère lui donne 20 000 wons pour qu'il achète un cadeau à sa petite fille. Gi-hun réplique qu'avec 20 000 wons, il pourra seulement l'emmener manger au café, mais pas lui acheter de cadeau. Sa mère ajoute alors 10 000 wons supplémentaires avant de partir travailler. Après son départ, Gi-hun trouve une carte bancaire cachée et, avec son ami Jung-bae, se rend au distributeur pour retirer de l'argent du compte de sa mère. Il tente de saisir le mot de passe, mais découvre que sa mère a changé le code PIN. Après plusieurs tentatives infructueuses, Jung-bae le prévient que s'il se trompe encore, la carte sera bloquée et il ne pourra pas retirer d'argent. Faisant preuve de perspicacité, Ji-hun devine le mot de passe, qui s'avère être la date de naissance de sa fille. Il retire ensuite tout l'argent de la carte de sa mère et se rend dans une agence de paris. Il mise l'argent sur des courses de chevaux. La première fois, il perd, mais la seconde, la chance lui sourit et il gagne 4 millions de won, soit environ 3 000 $. Heureux, Ji-hun donne 10 000 wons en pourboire à la caissière. Après cela, il sort dans la rue et appelle sa fille, lui disant qu'aujourd'hui, il lui offrira le meilleur cadeau de sa vie. À ce moment-là, Ji-hun remarque des bandits à qui il doit de l'argent. Il se dirige vers lui. Pris de panique, Ji-hun commence à courir. En chemin, il percute accidentellement une jeune femme et les bandits en finissent par le rattraper. Le chef de la bande, nommé Kim, exige que Gi-hun rembourse sa dette. Gi-hun veut donner à Kim tous ses gains des paris hippiques, mais il découvre que la fermeture éclair de son portefeuille est cassée et que l'argent a disparu. Il réalise que lors de sa collision avec la jeune femme, c'est elle qui a volé son argent. Kim dit à Gi-hun qu'il lui accorde un mois supplémentaire pour trouver l'argent et que s'il échoue, on lui prendra un rein et un œil. Pour officialiser cela, Ji-hun signe un document intitulé Renitorino Tantraite Salt, renonciation à l'immunité, avec son empreinte digitale. Comme Gi-hun n'a plus d'argent, il demande à Kim de lui prêter 10 000 wons pour acheter un cadeau d'anniversaire pour sa fille. Kim refuse. Gi-hun retourne voir la caissière à qui il avait donné un pourboire et lui demande de le lui rendre. Ensuite, il se rend à une machine à pince, essayant de gagner un petit jouet pour sa fille, mais malgré tous ses efforts, il n'y parvient pas. Il rencontre alors un garçon qui lui explique que ce jeu se joue avec de la stratégie. Vu le nombre de jouets Conti qu'il a remportés, ce garçon est un véritable professionnel. Avec son aide, Ji-hun gagne une boîte contenant un prix pour sa fille. Dans la scène suivante, Gi-hun mange dans un café bon marché avec sa fille, car il n'a pas assez d'argent pour aller dans un café ordinaire. Gi-hun dit à sa fille qu'il aurait aimé l'emmener dans un bon café, mais qu'il n'en a pas encore les moyens. Sa fille répond que la nourriture dans ce café est meilleure et raconte qu'elle est déjà allée au restaurant avec sa mère et son beau-père pour son anniversaire et qu'elle y a bien mangé. À ce moment, Gi-hun se sent envahi par un sentiment de pitié pour lui-même. Gi-hun offre à sa fille le cadeau qu'il a gagné grâce au garçon à la machine à pince. Lorsque sa fille ouvre la boîte, elle découvre un briquet en forme de pistolet. Ji-hun est également choqué car il ignorait ce que contenait la boîte. En voyant le briquet pistolet, sa fille le remercie tout de même pour le cadeau, mais elle remarque que sa mère ne sera probablement pas ravie de ce choix. Gi-hun garde le jouet jusqu'à ce que sa fille grandisse et lui promet qu'il lui offrira un beau cadeau l'année prochaine. Après cela, Gi-hun raccompagne sa fille chez son ex-femme, puis rentre chez lui. Il rate son métro et s'assoit sur un banc. À ce moment-là, un homme en costume s'approche de lui. Il lui demande si Ji-hun
Gi-hun souhaite jouer avec lui à un jeu d'argent. L'homme ouvre une mallette pleine de billets et propose à Gi-hun de jouer à un jeu appelé Dakji. Les règles sont simples. Il faut lancer son enveloppe de manière à retourner celle de l'adversaire. L'homme en costume explique que si Gi-hun gagne, il recevra 100 000 wons et s'il perd, il devra donner 100 000 wons. Gi-hun accepte d'essayer, bien qu'il n'ait pas d'argent. La première fois, il perd et ne sait pas comment payer. L'homme en costume, avec un sourire narquois, lui donne une gifle en disant qu'une gifle équivaut à 100 000 wons. Pour information, 100 000 wons représentent $70. Gi-hun perd plusieurs fois de suite et reçoit des gifles à chaque échec. Après de nombreuses bonnes tentatives, il finit par gagner. Gi-hun essaie de gifler l'homme en costume, mais celui-ci l'arrête et lui donne 100 000 wons à la place. En comptant l'argent, l'homme en costume dit à Gi-hun qu'il ne devrait pas s'arrêter là et qu'il peut gagner beaucoup plus en seulement quelques jours. L'homme en costume mentionne qu'il est au courant du document signé par Gi-hun aujourd'hui, intitulé « Renonciation à l'immunité », celui-même signé dans les toilettes. Gi-hun est surpris et se demande comment cet homme connaît ce document. L'homme commence à énumérer toutes les dettes de Gi-hun, qui s'élève à un total de 415 millions de wons. Gi-hun ne comprend pas qui est cet homme en costume ni comment il sait tout cela. L'homme en costume remet à Gi-hun une carte de visite avec un numéro de téléphone et lui demande de l'appeler s'il souhaite gagner plus d'argent, puis il s'en va. Plus tard, Gi-hun rencontre la mère de son meilleur ami d'enfance, Sang-woo, que nous avons vu au début de la série. Gi-hun se vante devant la mère de Sang-woo, affirmant qu'il a gagné beaucoup d'argent aujourd'hui. La mère de Sang-woo suppose que Gi-hun a repris les jeux d'argent. Gi-hun demande des nouvelles de Sang-woo à la vieille dame. Celle-ci répond que Sang-woo est une personne très occupée et qu'il communique tant rarement. Gi-hun est vexé par son ami, car il a cessé de lui parler après la fin de leurs études. Sur le chemin du retour, Gi-hun croise un chat et lui donne à manger. De retour chez lui, en prenant une collation, il remet une partie de l'argent gagné dans le métro à sa mère. Celle-ci suppose qu'il a volé cet argent, mais Gi-hun la rassure en affirmant qu'il l'a gagné légalement. Elle lui apprend que sa fille déménagera à New York l'année prochaine, car son beau-père a reçu une offre d'emploi là-bas. Sa mère pense que Gi-hun devrait faire appel à un avocat pour empêcher sa fille de partir et la garder avec lui. La nuit, Gi-hun décide d'appeler le numéro inscrit sur la carte de visite donnée par le recruteur. Dans la scène suivante, Gi-hun se tient dans la rue lorsqu'une voiture arrive. Un homme en capuche rose lui demande un mot de passe et Gi-hun répond « La mer s'agite une fois ». La porte de la voiture s'ouvre. Gi-hun monte à l'intérieur et après la diffusion d'un gaz, il perd connaissance. Il se réveille dans un lieu inconnu, entouré d'autres participants au jeu, surveillé par un maître de cérémonie masqué via des caméras de surveillance. Le numéro sur ses vêtements est 456. Il fait la connaissance du participant numéro 1, un vieil homme d'environ 80 ans atteint d'une tumeur au cerveau. En discutant, Gi-hun découvre qu'il y a en tout 456 participants. Ainsi, le vieillard a été le premier sélectionné pour le jeu et Gi-hun est le dernier. Un conflit éclate entre la participante numéro 67, la jeune femme dans laquelle Gi-hun s'était heurtée en fuyant des bandits, et l'homme numéro 101 qui a un tatouage en forme de serpent sur le visage. Leur conversation révèle que le numéro 101 est un bandit et que la jeune femme qui lui doit de l'argent le connaît. Leur relation est pour le moins tendue. Ji-hun, ayant reconnu la jeune femme, commence également à lui réclamer l'argent qu'il pense qu'elle a volé. Le numéro 101 intervient, menaçant Gi-hun et le considérant comme un allié de la numéro 67. Ji-hun appelle à l'aide les organisateurs, affirmant que le numéro 101 s'apprête à le frapper. Des personnes en costume rose et masque ornés de symboles entrent dans la pièce. Chaque symbole indique un rôle. Un carré représente un officier, un triangle un soldat et un cercle un ouvrier. Une personne portant un masque carré salue les joueurs et annonce que, pendant les 6 prochains jours, ils participeront à 6 jeux différents. Celui qui remportera tous les jeux gagnera un prix en argent. Le joueur numéro 218 affirme que l'enlèvement de personnes est illégal, mais la personne au masque carré explique que tous les joueurs sont venus volontairement et qu'ils sont tous endettés jusqu'au cou. Certains ont même des dettes qui atteignent 1 milliard de wons. Lorsque Gi-hun demande le montant du prix, l'officier en rose répond que, après chaque jeu, les gains seront versés dans une tirelire spéciale et que la somme totale sera révélée uniquement après le premier jeu. Les joueurs ont le choix, renoncer à participer ou rester dans le jeu. Quelques instants plus tard, les participants commencent à signer un document confirmant leur consentement volontaire à participer au jeu et découvrent les 3 règles. Première règle, une fois le jeu commencé, il est interdit de le quitter. Deuxième règle, tout joueur refusant de jouer est éliminé. Troisième règle, le jeu peut être arrêté si la majorité des joueurs en décide ainsi. Après la signature des documents, les participants passent dans une salle d'enregistrement où leurs visages sont photographiés. Ensuite, tous les joueurs se dirigent vers la première zone de jeu en passant par une salle remplie d'escaliers et d'étages. Dans la première zone de jeu,
Ji-Yeon reconnaît dans le numéro 218 son meilleur ami d'enfance, Sang-woo, et lui demande ce qu'un homme aussi respecté et prospère fait ici. Mais celui-ci refuse d'expliquer pourquoi il a décidé de participer au jeu. On nous montre alors un mystérieux maître de cérémonie observant les événements depuis sa salle via un grand écran. Le premier jeu est intitulé Feu rouge, feu vert. Au bout de la salle de jeu se trouve une énorme poupée. Les règles sont expliquées aux joueurs, il faut avancer tant que la poupée chante et franchir la ligne d'arrivée en moins de 5 minutes. Lorsque la poupée ne chante pas, il faut s'arrêter et ne pas bouger. Si quelqu'un bouge pendant les moments de silence, il est éliminé. Le jeu commence. Dès le premier chant, le joueur numéro 324 est immédiatement éliminé. Il est étendu au sol, mais les participants ne comprennent pas encore la gravité de la situation et pensent qu'en tant qu'il fait semblant. Lors du deuxième chant, l'ami du joueur numéro 324 court vers lui dit de ne pas faire le malin et lui demande de se relever. Cependant, lorsqu'il commence à cracher du sang, le joueur numéro 250 commence à courir en panique pendant le silence, ce qui le fait également être éliminé du jeu. Les joueurs commencent à comprendre ce qui se passe et, pris de panique, courent vers la sortie qui bien sûr est fermée. Un grand nombre de joueurs sont éliminés et plus de la moitié des participants quittent finalement le jeu. Le maître de cérémonie observe la scène en dégustant un verre de vin. La poupée recommence à chanter. Le premier à courir est le vieil homme numéro 1, les autres ont peur, mais finissent pas par décider de suivre son exemple. Beaucoup sont tout de même éliminés. Un joueur inconnu attrape Gi-Yeon par la jambe et lui demande de l'aider, mais Gi-Yeon, craignant pour sa vie, décide de penser d'abord à lui-même. Juste avant la ligne d'arrivée, Gi-Yeon trébuche sur l'un des joueurs éliminés, mais il est sauvé par le joueur numéro 199. Ils franchissent ainsi tous deux la ligne d'arrivée 1 seconde avant la fin du temps imparti. Tous les autres joueurs qui n'ont pas atteint la ligne d'arrivée dans les 5 minutes sont éliminés du jeu. La caméra s'éloigne, montrant que le jeu se déroule sur une île. Après le premier jeu, les ouvriers en costume rose reprennent leurs activités, tandis que les joueurs sont assis dans une salle d'attente. Gi-Hoon remercie le joueur numéro 199 de lui avoir littéralement sauvé la vie. Des personnes en rose entrent et félicitent tout le monde pour avoir réussi le premier jeu. Les résultats sont annoncés, 255 personnes ont été éliminées et 201 participants ont franchi la première épreuve. Les joueurs commencent à supplier les soldats roses de les laisser partir. Le rose avec un masque carré leur rappelle les règles du jeu. Sang-woo se souvient de la 3e règle et dit que les jeux peuvent être arrêtés par décision de la majorité. Le rose avec le masque carré acquiesce et propose d'organiser un vote. Avant le vote, les organisateurs annoncent le montant du prix, 25 milliards de won. Chaque joueur éliminé ajoute 100 millions de won à la cagnotte, ce qui équivaut à 75 000 $. Si les joueurs décident d'abandonner le jeu, l'argent sera envoyé aux familles des joueurs éliminés, et eux-mêmes repartiront chez eux les mains vides. Le rose avec un masque carré ajoute que celui qui arrivera au bout du jeu recevra 45 milliards de won. Les joueurs souhaitant continuer le jeu doivent appuyer sur le bouton bleu, tandis que ceux qui veulent abandonner doivent appuyer sur le bouton rouge. Le vote commence. Le premier à voter est Gi-Hoon, dont le numéro est 456. Gi-Hoon choisit le bouton rouge, refusant de continuer le jeu. Cependant, après l'annonce des énormes récompenses, beaucoup commencent à voter pour continuer le jeu, y compris Sang-woo, qui choisit de continuer. Au final, 100 personnes votent contre, et 100 personnes souhaitent poursuivre le jeu. Il reste un dernier vote, celui qui décidera de tout. C'est le vote du joueur numéro 1, le vieil homme atteint d'une tumeur au cerveau. Malgré sa maladie, le vieil homme choisit le bouton rouge et le jeu se termine. Le rose avec un masque carré dit aux joueurs que s'ils souhaitent revenir, ils peuvent appeler à tout moment. Tous les participants sont endormis, les yeux bandés et transportés hors de l'île. Gi-Hoon et le joueur numéro 67, qui lui avait précédemment volé de l'argent, sont jetés sur la route. Gi-Hoon l'aide à se libérer, mais elle ne se précipite pas pour l'aider. Finalement, il réussit à la convaincre de le délier à condition qu'il ne réclame pas son argent. Dès qu'elle le libère, Gi-Hoon lui demande néanmoins de lui rendre l'argent. Pendant ce temps, Sang-woo est jeté avec l'Indien numéro 199. L'Indien demande à Sang-woo de lui prêter son téléphone pour appeler, mais il s'avère que le téléphone est déchargé. Sang-woo achète une batterie externe et charge le téléphone. Il reçoit de nombreux messages concernant ses dettes. L'Indien appelle ses proches, puis s'incline devant Sang-woo pour le remercier de son aide. Sang-woo donne de l'argent à l'Indien pour le bus et lui dit qu'il n'a pas à rembourser. Le matin suivant, Gi-Hoon se rend à la police et raconte tout ce qui s'est passé, mais les policiers ne le croient pas. À ce moment-là, le détective Jun-ho arrive au poste de police où il cherche
son frère depuis de nombreuses années, sans succès. Gi-hun montre aux policiers une carte de visite et leur demande de composer le numéro indiqué, mais la tentative de les joindre échoue. On chasse Gi-hun du poste, le prenant pour un malade mental. Ji-hun pense qu'ils ont composé le mauvais numéro et essaie d'appeler lui-même, mais découvre que ce numéro n'existe pas. Ji-hun rentre chez lui, mais ne trouve pas sa mère, et son téléphone est inaccessible. Il se rend en ville et retrouve Sang-woo. Ils prennent un café ensemble. Au cours de la conversation, Gi-hun apprend que Sang-woo doit 6 milliards de won. Sang-woo raconte qu'il a hypothéqué toute sa propriété, y compris la maison de sa mère et son magasin de poissons. S'il ne trouve pas d'argent, il ira en prison et sa mère se retrouvera à la rue. Leur conversation est interrompue par un appel de l'hôpital. Dans la scène suivante, nous voyons Gi-hun à l'hôpital. Il apprend que sa mère a été emmenée d'urgence à l'hôpital à cause de son diabète. Elle est dans un état très grave, mais refuse d'être hospitalisée. La raison, l'absence d'argent. Gi-hun se souvient de l'assurance maladie de sa mère, mais la mère de Sang-woo lui dit que Ji-hun a déjà retiré tout l'argent et l'a ensuite perdu en Paris. Le détective Jun-ho continue de chercher son frère. Il trouve l'endroit où son frère louait une chambre il y a quelques années et y découvre la même carte de visite avec l'invitation au jeu du calmar. Jun-ho se souvient immédiatement de Gi-hun, qui était venu au poste avec une invitation identique. Le joueur numéro 67 parle à son frère cadet, Chol, qui vit dans un orphelinat. On comprend alors pourquoi la 67e est allée au jeu du calmar. En effet, elle et son frère cadet Cole ont fui la Corée du Nord, mais leur père Hassan a été tué lors de la tentative de fuite, et leur mère Afan a été capturée. La 67e promet à son frère cadet que l'année suivante, elle achètera une maison et viendra le chercher. Le détective Jun-ho arrive au poste de police et demande l'adresse de Gi-hun. L'Indien se rend à l'usine où il travaille. Il entre dans le bureau de son patron et lui demande quand il recevra enfin son salaire. Le patron le trompe en lui disant qu'il n'y a pas d'argent, bien qu'il ait une enveloppe pleine de billets sur son bureau. Au cours de leur dialogue, nous apprenons que l'Indien travaille gratuitement à l'usine depuis 6 mois. L'Indien exige que son patron lui verse son salaire. Un petit conflit éclate, au cours duquel les doigts du patron se prennent dans la machine. Profitant de l'occasion, l'Indien vole l'enveloppe pleine d'argent et s'enfuit. La 67e se rend dans l'agence familière qui aide à faire passer des gens de la Corée du Nord vers la Corée du Sud. Elle révèle que l'argent qu'elle a volé à Gi-hun a été donné à l'avocat pour l'aider à retrouver sa mère. L'avocat lui dit qu'elle a été trompée. La 67e s'énerve et lui dit que si une telle chose se reproduit, il ne pourra plus signer de documents. Sang-woo parle à sa mère et lui ment en lui disant que tout va bien et qu'il gère une entreprise. Après la conversation, une femme vient acheter un calmar chez la mère de Sang-woo. Elle discute donc de Sang-woo en disant qu'il a bien réussi, qu'il est un monté de bas et qu'il est la fierté de tout le quartier de Sanmyeon-dong. À ce moment-là, des policiers arrivent tantôt chez la mère de Sang-woo à propos de son fils. Ils ont un mandat d'arrêt contre Sang-woo pour fraude et falsification de documents. Sa mère n'arrive pas à y croire et pense qu'ils se sont trompés. Sang-woo est dans la salle de bain, réfléchissant à se suicider, mais entend soudain frapper à la porte. En ouvrant, il trouve à nouveau la carte de visite avec l'invitation pour le jeu du calmar. L'Indien rapporte l'argent volé à sa femme et lui demande d'acheter un billet pour l'Inde sur le prochain vol et de partir de Corée du Sud. L'Indien promet de revenir dans une semaine dès qu'il aura terminé ses affaires. Gi-hun demande à Chung-bae de l'aider pour l'opération de sa mère, mais Chung-bae lui répond qu'il est fauché. La nuit près du bar, Gi-hun rencontre le joueur numéro 1. Ils boivent ensemble. Le vieil homme dit qu'il n'a plus de logement et qu'il séjourne chez un ami. Après quelques verres, le joueur numéro 1 annonce qu'il a décidé de retourner dans le jeu, car il ne lui reste plus longtemps à vivre à cause d'une tumeur au cerveau. Le joueur numéro 101, un homme avec un tatouage sur le visage, à qui la 67e devait de l'argent, rencontre son subordonné. Il monte dans la voiture, où le joueur numéro 101 lui raconte tout sur le jeu du calmar. Il se trouve que le joueur numéro 101 a également reçu une carte de visite avec une invitation. Il veut voler les organisateurs du jeu. Son assistant lui dit que, étant donné que le joueur numéro 101 est recherché par le grand patron d'un gang de la mafia, personne ne le suivra. À ce moment-là, une voiture de bandits arrive. Il s'avère que son assistant l'a trahi pour de l'argent. Le joueur numéro 101 s'enfuit des bandits en sautant d'un pont dans l'eau. Désespérée, Gi-hun va chez son ex-femme pour de l'argent. Elle commence d'abord à lui crier dessus, mais lorsqu'elle apprend que l'argent est destiné à sa mère malade, elle avoue qu'ils peinent eux-mêmes à joindre les deux bouts. Elle tente de le mettre à la porte, mais une dispute éclate. À ce moment-là, sa fille arrive à la maison avec son beau-père et voit leur querelle, donc Ji-hun part rapidement. Dans la rue, l'actuel compagnon de son ex-femme approche Gi-hun. Il lui donne une enveloppe avec de l'argent. Gi-hun prend l'argent, mais une minute plus tard, il le jette en disant que celui-ci a volé sa famille. Sa fille dévoie tout cela. En rentrant chez lui, il croise Jun-ho qui cherche son frère. Jun-ho lui dit qu'il croit à ses paroles sur le jeu du calmar et lui demande de lui en parler davantage,
message, mais Gi-hun refuse. Devant la porte de son appartement, Gi-hun remarque une carte de visite avec une invitation pour le jeu du calmar et décide de participer à nouveau pour sa mère. Tout comme les autres personnages que nous avons vus précédemment. Elles montent tous dans des minibus où ils sont endormis. Junho suit discrètement l'un des minibus dans lequel Gi-hun a été endormi, tandis que la 67e ne s'endort pas, car elle a retenu sa respiration pendant la dispersion du gaz. En suivant le minibus, le détective Junho découvre que tous les minibus arrivent dans un port et se préparent à embarquer sur un navire. Junho s'accroche discrètement à l'un des minibus. Déjà en mer ouverte, les soldats roses en masque sortent de leur minibus et vérifient si tous les joueurs dorment. Junho assomme discrètement l'un des soldats, puis se change en ses vêtements, jetant le corps par-dessus bord. Entendant le bruit de l'eau, un autre soldat rose, avec un carré, s'approche de lui. Junho lui dit qu'il a juste eu le mal de mer et qu'il ne se sent pas bien. Le soldat avec le carré lui dit qu'il ne doit pas ouvrir la bouche tant qu'il n'en a pas l'autorisation. Chaque joueur, déjà sur l'île, est transféré dans une autre pièce. La 67e profite du fait qu'elle est consciente. Pendant la vérification, elle glisse son couteau dans la poche de l'un des soldats inspecteurs et, après la vérification, elle le récupère. Tous les joueurs se réveillant à nouveau. 187 participants sont revenus dans le jeu sur les 201 initialement présents. Les numéros des joueurs sont restés les mêmes. Pendant la conversation entre Gi-hun et le vieil homme, ils sont rejoints par San-woo et un Indien les remarque aussi, s'approchant d'eux. Gi-hun, San-woo, l'Indien et le vieil homme décident de s'unir pour passer les prochaines épreuves ensemble. Les autres joueurs commencent également à se diviser en équipes. Le joueur numéro 101 invite la 67e dans son équipe, mais elle refuse. Le joueur numéro 101 commence à se fâcher à cause de son refus, mais il est arrêté par le joueur numéro 212. Elle demande à rejoindre l'équipe à la place de la 67e. À ce moment-là, un homme masqué avec un carré annonce à l'animateur que la majorité des joueurs sont revenus, plus précisément 91% des joueurs. L'équipe de Gi-hun mange, et le vieil homme pense que le jeu du lendemain sera comme le premier, c'est-à-dire un jeu pour enfants. Gi-hun commence à énumérer tous les jeux populaires en Corée du Sud, mais se perd dans le compte. La journée de travail se termine, et le personnel reçoit l'ordre de se rendre dans ses chambres. Junho entre dans la sienne, où est accrochée une plaque avec les règles pour les soldats. La première règle, il est interdit d'enlever son masque. La deuxième règle, il est interdit de parler à qui que ce soit. La troisième règle, il est interdit de sortir de sa chambre sans permission. La nuit, la joueuse numéro 212 demande au soldat rose la permission d'aller aux toilettes, ce qui lui est accordé après une brève discussion. La 67e veut aussi aller aux toilettes. Junho reçoit son dîner. Jusqu'à ce moment-là, il portait un masque parce qu'il était constamment surveillé par une caméra de surveillance, mais comme il a faim, il enlève son masque et décide de manger. Il s'avère que la joueuse numéro 222 n'est pas allée aux toilettes pour uriner, mais pour fumer une cigarette. Elle a transporté plusieurs cigarettes d'une manière inhabituelle. Pendant qu'elle fume, la joueuse numéro 67 entre en force et lui ordonne de ne pas bouger. La joueuse numéro 67 commence à ouvrir la ventilation avec un couteau pour explorer les environs. Elle demande à la joueuse 222 de la couvrir, puis elle lui donnera les informations qu'elle découvrira. En fouillant dans la ventilation, la joueuse numéro 67 trouve une pièce où un soldat rose mélange quelque chose dans de grandes marmites et on sent l'odeur du sucre. Une souris s'approche de la joueuse numéro 67 dans la ventilation et elle la rejette, attirant l'attention du travailleur. Mais tout se passe bien. La joueuse numéro 67 retourne avec succès et discrétion à sa position. Junho attend la fin de l'appel et, sous sa couverture, sort son téléphone où il prend des notes sur tout ce qu'il a remarqué sur l'île. La joueuse numéro 222 demande à la joueuse numéro 67 si elle a vu quelque chose, mais la joueuse numéro 67 lui dit qu'elle lui en parlera le matin. Leur conversation est écoutée par San-woo qui ne dormait pas. Le matin arrive. La joueuse 222 demande à la joueuse 67 les informations qu'elle lui avait promises. La joueuse numéro 67 lui dit que tout ce qu'elle a vu, c'est une marmite dans laquelle les soldats roses faisaient l'effondre du sucre, mais elle ne peut pas deviner quelle sera la prochaine épreuve. Lorsque les soldats distribuent le petit déjeuner aux joueurs, Yi-un demande à un soldat du lait au chocolat au lieu du lait normal, mais il reçoit un refus. Après le petit déjeuner, l'animateur leur annonce que la deuxième épreuve va bientôt commencer. Un des joueurs trouve un papier dans un petit pain avec des indices sur la prochaine épreuve. En se dirigeant vers la zone de jeu, San-woo demande à la joueuse 67 ce qu'elle a vu la nuit précédente, car il a écouté leur conversation avec la joueuse 222. San-woo lui dit que, contrairement à elle, il n'est pas un réfugié et qu'il connaît les jeux pour enfants coréens, donc il pourra deviner quel sera le jeu. La joueuse numéro 67 lui raconte ce qu'elle a vu.
Dans la scène suivante, tous les joueurs arrivent sur une aire de jeu pour enfants. Ils commencent immédiatement à se demander quel type de jeu cela pourrait être. Sun-woo sait de quel jeu il s'agit, mais il ne partage pas cette information avec son groupe. L'animateur leur dit qu'ils doivent choisir l'une des 4 formes, un cercle, un triangle, une étoile ou un parapluie. Guillaume propose à tout le monde de choisir la même forme, mais Sun-woo s'y oppose et dit qu'il serait préférable que chacun choisisse une forme différente en suivant les règles des investisseurs, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Sun-woo choisit le triangle, l'Indien choisit le cercle, Gi-hun choisit le parapluie et le vieil homme obtient l'étoile. Sun-woo essaie de dissuader son meilleur ami d'enfance de choisir le parapluie, mais il change d'avis à la dernière minute. Le jeu commence et s'appelle Dalgona. Le but du jeu est de découper la forme choisie dans le biscuit sans l'endommager, et ce, en 10 minutes. Ceux qui ne réussiront pas à le faire dans les 10 minutes ou qui casseront leur biscuit seront éliminés du jeu. Ji-hoon comprend immédiatement que son parapluie est la forme la plus difficile, tandis que le triangle, choisi par San-woo, s'avère être le plus simple. Le premier à être éliminé est le joueur 369, suivi par d'autres joueurs. Le jeu élimine un grand nombre de participants. La première personne à réussir le jeu est celle à qui il est parvenu un indice dans un petit pain. Ensuite, c'est la joueuse numéro 67 qui réussit. Nous comprenons que ceux qui ont réussi sont principalement ceux qui ont choisi le triangle, mais il y en a d'autres. Par exemple, l'Indien, bien qu'ayant choisi le cercle, continue à avancer. La joueuse 212e, chauffant une aiguille avec un briquet qu'elle avait à apporter avec ses cigarettes, réussit aussi à passer le jeu. Après avoir réussi l'épreuve, en quittant la zone de jeu, elle lance son briquet au joueur 101, l'aidant ainsi à passer l'épreuve. Un homme portant un masque carré dit à Juno que sa tâche est de transporter les corps des joueurs éliminés et non de rester là sans rien faire. Tous les joueurs ayant réussi sont emmenés dans la salle d'attente, à l'exception du joueur 111e, qui est conduit ailleurs. Il ne reste que 3 minutes avant la fin du jeu. Gi-hoon commence à stresser et une goutte de sueur tombe sur son biscuit. En voyant cela, il a l'idée de lécher son biscuit pour l'adoucir. Suivant l'exemple de Gi-hoon, tous les autres joueurs commençant à lécher leur biscuit. Le joueur 101e réussit l'épreuve, tout comme le vieil homme numéro 1. Ji-hoon réussit à nouveau à la dernière seconde et est le seul joueur avec un parapluie à continuer. Un joueur, réalisant qu'il n'a pas réussi l'épreuve, plante une aiguilleta dans le soldat, puis prend son pistolet et prend le soldat à masque carré en otage. Il force le soldat à enlever son masque. Le soldat retire son masque et dessous se trouve un jeune homme d'environ 20 ans. Finalement, le joueur se retire de l'épreuve de ses propres mains. L'animateur s'approche du soldat qui a enlevé son masque et l'élimine, disant aux autres que selon les règles, il leur est interdit de retirer leur masque devant les joueurs. Junho prend un masque carré pour échanger le sien, ainsi il pourra s'élever dans la hiérarchie. Dans la salle d'attente, Gi-hoon est rejoint par l'Indien et le vieil homme. San-woo est surpris que Gi-hoon ait réussi l'épreuve. San-woo s'excuse d'avoir suggéré que tout le monde choisisse des formes différentes de biscuits, mais Gi-hoon fait semblant de ne rien comprendre et dit que tout va bien. Les organisateurs annoncent qu'après le deuxième jeu, il reste 108 participants. 79 joueurs ont été éliminés. Le prize pool augmente et le montant total des gains s'élève à 34 milliards de won. L'heure du déjeuner arrive. Les joueurs reçoivent un œuf et une boisson gazeuse en guise de collation. Le joueur 101e estime qu'un seul œuf et une bouteille d'eau ne suffisent pas comme repas, et avec son équipe, composée comme lui-même de personnes peu raffinées, il se remet dans la file pour la deuxième fois. Ils parviennent à manger 2 œufs et 2 boissons gazeuses. À cause de cela, 5 participants n'ont pas assez de nourriture. Un des joueurs, qui manquait de nourriture et d'eau, s'approche du 111e et essaie de lui prendre au moins une boisson gazeuse pour boire, mais la bouteille se brise. Le 111e se met en colère et le joueur 271 est éliminé. Gi-hoon intervient et commence à demander justice aux organisateurs, mais il n'obtient en réponse qu'une annonce indiquant que le prize pool augmente en raison du joueur éliminé. Pendant ce temps, le 111e démonte les joueurs éliminés pour en récupérer des organes, et il s'avère qu'il est chirurgien. Il aide les soldats à prélever des organes sans causer de dommages, en échange d'informations sur les futurs jeux. Les soldats gagnent de l'argent en secret à l'insu de l'animateur. Le 111e apprend également que les organisateurs ont délibérément réduit les rations pour que les joueurs se battent entre eux. Les soldats donnent également aux chirurgiens un autre indice. Les joueurs comprennent qu'ils ne peuvent plus dormir. Gi-hoon informe le vieil homme que, cette nuit, ils ne peuvent pas dormir, et il remarque ensuite la 67e, qui est assise seule. Gi-hoon propose à la 67e de rejoindre son équipe, mais elle refuse car elle ne fait pas confiance aux gens. Le chirurgien retourne dans la salle d'attente. Le 111e veut rejoindre l'équipe des brutes,
mais le 101er refuse de l'accepter, jusqu'à ce que le 111e lui révèle qu'il sait quelle sera la prochaine épreuve, ce qui pousse le 101er à accepter de l'intégrer. L'heure du coucher arrive et toutes les lumières de la pièce s'éteignent. Les premiers des mouvements commencent du côté de l'équipe des brutes, puis la bagarre éclate. L'animateur, satisfait, observe la scène. Dans la chaleur de la bataille, le 101er se dirige délibérément vers la 67e. Pendant le combat, la 67e blesse le 101er avec le couteau qu'elle a apporté avec elle. Le 101er lui prend le couteau et la 67e s'enfuit. L'équipe de Gi-hun cherche dans toute la pièce le vieil homme qui n'est pas dans son lit, mais ils ne peuvent pas le trouver. La 67e court vers Gi-hun pour lui demander de l'aide, suivi par le joueur numéro 111. Une bagarre éclate entre l'équipe de Gi-hun et le 111e. À ce moment-là, le vieil homme apparaît et commence à supplier les organisateurs de mettre fin à cette horreur, car il a peur. L'animateur envoie immédiatement les soldats de Rose dans la salle d'attente pour arrêter le carnage. Lors de la fouille, tous les armes sont confisquées, y compris le couteau pliant du 111e qu'il a pris à la 67e. Le détective Jun-ho s'approche de Gi-hun et, sans expliquer, lui demande s'il y a un joueur nommé In-ho, ce à quoi Gi-hun répond qu'ils ne connaissent pas les noms des autres. Tous les joueurs éliminés sont emmenés hors de la salle d'attente. Après la bagarre, il reste 80 participants. Lorsque la situation se calme, Gi-hun propose à son équipe de se présenter normalement pour apprendre les noms de chacun. Il s'avère que la 67e s'appelle Sae-byok. L'Indien dit qu'il s'appelle Ali et qu'il vient du Pakistan. Le vieil homme ne se souvient plus de son nom. L'équipe du 111e comprend que les organisateurs ont délibérément voulu qu'il provoque un massacre. La 212e compte les joueurs éliminés pendant la nuit et il s'avère qu'ils sont 28. La 212e appelle le 111e Papulé, mais il répond qu'elle pourrait être sa mère. La nuit, Jun-ho prend des notes sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Le matin arrive. Gi-hun remarque les yeux fatigués du vieil homme, qui lui dit qu'il n'a pas dormi de la nuit à cause de la peur. Les soldats Rose et les Ho entrent dans la salle d'attente et annoncent que la 3e épreuve commencera bientôt. Tous les joueurs se rendent dans une salle blanche, où il leur est annoncé que le prochain jeu sera en équipe, et que les joueurs doivent se diviser en équipes de 10. Le 111e remercie le chirurgien pour l'indice, puis dit à ses hommes de chercher des garçons plus costauds. L'équipe de Gi-hun discute de ce que pourrait être ce jeu. San-woo pense qu'ils doivent recruter seulement des hommes dans leur équipe, car ils se montreront meilleurs dans n'importe quel jeu. De plus, il dit qu'il y a déjà une femme et un vieil homme dans leur équipe. L'équipe de Gi-hun se divise et commence à chercher des membres pour leur équipe. Le 111e recrute uniquement des hommes et refuse d'inclure la 212e dans son équipe car elle est une femme. La 212e se met à genoux et supplie d'être acceptée, mais le 111e refuse. Malgré l'indication de San-woo, Sae-byok intègre une femme dans son équipe. Le temps presse et l'équipe de Gi-hun a encore besoin d'un joueur. Quand soudain la 212e apparaît à l'horizon, elle les rejoint, n'ayant plus d'autre choix car le temps est écoulé. La porte de la prochaine épreuve s'ouvre et il s'agit du tir à la corde. L'équipe qui jouera en premier sera déterminée par un tirage au sort. Chaque équipe joue une seule fois et à la fin de chaque match, le nombre de participants doit être réduit de moitié. L'équipe du 111e gagne sans difficulté, éliminant 10 adversaires. Les équipes suivantes sont choisies et l'équipe de Gi-hun se retrouve contre une équipe composée uniquement d'hommes. L'équipe de Gi-hun, qui compte 2 femmes et un vieil homme, commence à s'inquiéter, réalisant que leurs chances de victoire sont minimes. Dans l'ascenseur, le vieil homme leur dit que l'essentiel dans ce jeu n'est pas la force, mais la stratégie et le travail d'équipe. Il explique qu'il a souvent joué à ce jeu quand il était enfant et qu'il gagnait toujours. Le vieil homme dit qu'il faut placer le joueur le plus résistant à la fin, qui jouera le rôle d'encre, et ce sera Ali, tandis que le leader, qui dirigera les actions, doit être placé au début, et ce sera Gi-hun. Les autres joueurs sont placés alternativement à droite et à gauche, les pieds doivent être orientés vers l'avant, et la corde doit être maintenue sous l'aisselle. Le plus important est de tenir bon pendant les 10 premières secondes en tirant le dos en arrière. Après avoir vu que l'équipe adverse commence à paniquer, Gi-hun ordonne à son équipe de commencer à tirer. Au début, tout se passe comme prévu, et l'équipe de Gi-hun est sur le point de gagner. Mais les adversaires se reprennent vite leurs esprits et commencent à tirer la corde de leur côté, ayant l'avantage de la force. Une idée germe dans l'esprit de San-woo. Il propose à tous de faire 3 pas en avant simultanément pour désorienter l'équipe adverse. Ce plan fonctionne, et l'équipe de Gi-hun gagne. Dans l'ascenseur, un homme croyant prie Dieu pour la victoire, mais la jeune femme lui répond que ce n'est pas Dieu, mais le vieil homme et San-woo qui leur ont apporté la victoire.
L'équipe de Gi-hun retourne dans la salle d'attente. L'équipe du 111e est surprise, car elle ne s'attendait pas à ce que l'équipe de Gi-hun passe cette épreuve. Au final, il ne reste que 40 personnes. La 212e tente de rejoindre l'équipe de Gi-hun. San-woo suspecte que le 111e savait d'où viendrait la 3e épreuve. C'est pourquoi il a choisi uniquement des hommes dans son équipe. La fin de la récréation est dans 30 minutes. San-woo dit à l'équipe qu'il pourrait y avoir une nouvelle boucherie cette nuit-là. Gi-hun propose de créer des barricades avec les lits tant que la lumière n'est pas éteinte. Toutes les équipes s'en suivent dans l'exemple de l'équipe de Gi-hun, sauf l'équipe du 111e. Le joueur numéro 111 s'approche de Gi-hun et lui dit que ces barricades ne les sauveront pas en feront pas. Gi-hun répond que le joueur le plus vulnérable, c'est justement le 111e, et qu'à la première occasion, ses coéquipiers pourraient essayer de l'éliminer pendant la boucherie, car le 111e est le joueur le plus fort, et à la fin, il ne restera qu'un seul gagnant. Le 111e retourne vers son équipe et leur dit qu'ils ne vont éliminer personne aujourd'hui, car après sa conversation avec Ji-hoon, il est un peu effrayé. Le 111e remarque que le chirurgien a disparu. Pendant ce temps, le chirurgien est emmené au sous-sol et les enregistrements des caméras de surveillance sont remplacés. Il reste 1 minute avant la fin du délai. L'équipe de Gi-hoon décide de faire des gardes par 2, afin d'éviter tout imprévu. Les premiers des gardes de nuit sont San-woo et Ali, et les deuxièmes gardes sont Gi-hoon et le vieil homme. La lumière s'éteint. Pendant leur garde de nuit, Ali et San-woo parlent de la vie. Ali explique qu'il est venu en Corée du Sud pour travailler, car le Pakistan est un pays très pauvre, et il n'y a pas de bons emplois. Il a laissé son frère et ses parents au Pakistan, et est venu ici avec sa femme et son enfant. Plus tard, les gardes échangent de place. Le 111e ne dort pas non plus cette nuit-là à cause des paroles de Gi-hoon, mais il dit à son équipe qu'il attend le chirurgien. Ji-hoon et le vieil homme sont de garde. Le vieil homme demande à Gi-hoon à quoi il pense. Ji-hoon raconte qu'il repense à son passé, lorsqu'il travaillait à l'usine et qu'il a été renvoyé à cause des réductions d'effectifs. Après une courte conversation, Gi-hoon couche le vieil homme. Seok assure la garde avec Gi-hoon à la place du vieil homme. Pendant ce temps, le chirurgien et les soldats s'occupent du prélèvement d'organes, tandis que le détective Jun-ho est choqué par tout ce qui se passe sur cette île. Pendant l'opération, les hommes en rose parlent d'un joueur incomplet, qui n'a pas de rein. Jun-ho comprend qu'il pourrait s'agir de son frère In-ho. Jun-ho obtient le rôle de l'un des plongeurs qui devra livrer les organes à vendre. Jun-ho et un autre soldat en rose se rendent à l'endroit désigné pour la livraison. Jun-ho commence à interroger le soldat sur l'homme sans rein. Pendant ce temps, le chirurgien exige du soldat qu'il lui dise quelle sera la prochaine épreuve, mais celui-ci répond qu'il n'a pas encore d'informations sur la prochaine épreuve. Le chirurgien saisit un scalpel et demande à un autre soldat d'apprendre quelle sera la prochaine épreuve. S'il ne le sait pas, le joueur numéro 111 sera très en colère. Le chirurgien ordonne à un autre soldat d'aller chercher l'information sur l'épreuve, tandis que celui qu'il maintient avec le scalpel reste avec lui. Le soldat trompe le chirurgien en disant qu'il a une clé dans sa poche et que pour sortir du sous-sol, il lui faut la clé. Lorsque le chirurgien tente de la récupérer, une lutte éclate entre lui et le soldat que le chirurgien finit par gagner. Le chirurgien s'enfuit et le deuxième soldat informe ses collègues que le chirurgien s'est échappé. Le chirurgien arrive dans la zone où a eu lieu le deuxième jeu. Il est rattrapé par un soldat en rose. Celui-ci retire sa masque et lui dit que tout peut encore être corrigé et qu'il peut encore revenir dans le jeu. Le soldat s'approche du 111e par derrière, brandit un couteau pour l'attaquer, mais est stoppé par l'animateur. Il s'avère que l'animateur est au courant de la vente des organes, mais cela ne l'intéresse pas. Ce qui l'inquiète davantage, c'est que le soldat en rose a montré son visage et a aidé le chirurgien en donnant des informations sur les jeux. L'animateur élimine également le 111e du jeu. Pendant ce temps, le soldat en rose pointe un couteau vers la gorge de Jun-ho à cause de sa curiosité et lui ordonne de retirer son masque. Mais le policier sort rapidement son pistolet. Jun-ho commence à interroger le soldat sur le joueur sans rein dont les hommes en rose parlaient non, mais il se rend vite compte que ce n'est pas son frère mais une femme. Le soldat lui dit que toute l'information sur son frère se trouve dans les archives du bureau de l'animateur. Après avoir obtenu les informations nécessaires, Jun-ho élimine le soldat en rose. Au bout d'un certain temps, Jun-ho parvient à pénétrer dans le bureau de l'animateur. Pendant ce temps, l'animateur apprend que le soldat numéro 28 a été éliminé et comprend qu'il y a un intrus parmi les soldats. Comme les bouteilles d'oxygène sont toujours en place, il en déduit que l'intrus est toujours parmi eux. L'alarme est déclenchée. Jun-ho pénètre dans les archives et découvre que le jeu du calmar existe depuis plus de 30 ans et que son frère a été le vainqueur du 28e jeu en 2015. Il photographie tous les documents avec son téléphone. Jun-ho tente d'appeler la police à partir du téléphone local, mais cela échoue. L'aube se lève. Les soldats réveillent les joueurs, car un nouveau jeu
va commencer. Il se révèle qu'au cours de la nuit, le vieil homme s'est souillé en dormant, et pour qu'il ne marche pas ainsi, Gi-hun noue son manteau autour de ses pantalons. Avant le début du jeu, une voix annonce que cette fois, les joueurs devront se diviser en équipes. Pour confirmer une équipe, il faut se serrer la main. Les joueurs ont 10 minutes pour trouver un partenaire. La joueuse numéro 212 veut être la partenaire de Ji-hun, mais il ne répond pas. Elle propose alors à Sun-woo de faire équipe avec elle, mais il ne répond pas non plus. Personne ne veut s'associer aux femmes. Gi-hun veut se regrouper avec son meilleur ami d'enfance, San-woo, mais San-woo choisit de faire équipe avec Ali. Se-byuk se regroupe avec la même fille qu'elle avait amenée dans son équipe lors du jeu précédent. Gi-hun décide de s'associer avec le 6e joueur. Ce dernier dit qu'il y a actuellement 79 participants et que celui qui ne trouve pas de partenaire sera probablement éliminé. Ji-kun se sent désolé pour le vieil homme et décide de faire équipe avec lui. La seule personne sans partenaire devient la joueuse numéro 212 et elle est emmenée par les soldats. Les joueurs se rendent dans la zone de jeu et prennent les places nécessaires. Le vieil homme dit à Gi-hun qu'ils sont désormais amis, mais soudain, la voix annonce qu'ils devront jouer l'un contre l'autre. À chaque joueur est donné un petit sac contenant 10 billes. Celui qui réussira à prendre 10 billes à son adversaire sera le gagnant. Le jeu dure 30 minutes. Gi-hun comprend que désormais c'est soit lui, soit le vieil homme. Un souvenir envahit le vieil homme, et il lui semble qu'il est temps dans sa rue natale et qu'il part à la recherche de sa maison. San-woo propose à Ali de jouer le jeu suivant. Il lui faut deviner si le nombre de billes dans sa main est pair ou impair. La joueuse 240 propose à Se-byuk de finir le jeu en un seul round, et d'ici là, de simplement discuter. Se-byuk accepte. La joueuse 240 raconte qu'après être sortie de prison, elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné une carte de visite pour participer au jeu du calmar. Ali gagne plusieurs fois de suite contre San-woo. Ali tente de remplacer son adversaire car il considère San-woo comme son ami, mais les soldats l'ignorent et ils continuent à jouer. Il ne reste plus qu'une bille à San-woo. San-woo pense qu'Ali triche car il gagne constamment. Réalisant qu'il ne lui reste qu'une bille, San-woo supplie Ali de lui donner une chance de gagner car il est le seul soutien de sa mère. Ali s'excuse et lui dit qu'il a une femme et un enfant. San-woo décide alors de profiter de la naïveté d'Ali et lui dit qu'il a un plan pour qu'ils puissent sortir tous les deux vainqueurs. Pendant ce temps, le vieil homme gagne plusieurs billes contre Gi-hun. Il ne reste plus qu'une bille à Gi-hun. Au dernier moment, Gi-hun trompe le vieil homme et lui dit qu'il a un nombre pair de billes alors qu'il est impair. San-woo raconte des mensonges à Ali et lui dit que tous les joueurs ne joueront pas les uns contre les autres et qu'il n'y aura pas de gagnant dans toutes les paires. Il affirme que dans ce cas, ils auront l'opportunité de jouer contre d'autres joueurs. San-woo dit à Ali qu'ils doivent en trouver d'autres paires disant qui, comme eux, ne peuvent pas terminer le jeu. San-woo prend les billes sac d'Ali pour ne pas qu'il les perde. Après le départ d'Ali, San-woo met sa dernière bille au tronc dans le sac, puis montre le sac rempli de birsantes aux soldats. Gi-hun trompe le vieil homme et lui prend sa dernière bille. Le vieil homme aime le jeu et veut continuer à y jouer. Il demande à Gi-hun de lui prêter une bille, mais ce dernier refuse. Soudain, le vieil homme sort une bille cachée de sa poche, puis repart à la recherche de sa maison. Se-byuk et la joueuse 240 décident de simplement lancer une bille pour voir qui la lance le plus loin. Celui qui réussit gagne. Se-byuk lance la bille, et lorsque c'est au tour de la joueuse 240, elle laisse simplement tomber la bille, donnant à Se-byuk la chance de gagner. Car la joueuse 240 n'a personne. Alors que Se-byuk a un frère cadet, la joueuse 240 est éliminée du jeu. À ce moment-là, Ali cherche San-woo. Lorsqu'Ali ouvre son sac, il trouve des pierres à la place des billes et Ali est également éliminé du jeu. Le vieil homme retrouve sa maison et raconte à Gi-hun l'histoire de son fils. Gi-hun commence à se fâcher, pensant que le vieil homme est devenu fou, mais il s'avère que le vieil homme faisait simplement semblant. Le joueur numéro 1 donne simplement sa dernière bille à Gi-hun et lui dit qu'ils sont amis. Gi-hun commence à pleurer. En dernier lieu, le vieil homme dit que son nom est Il-nam. Gi-hun détourne le regard, puis un tir se fait entendre. Les joueurs retournent dans la salle d'attente. Ils découvrent que le joueur numéro 212 est indemne. Comme elle n'avait pas de partenaire, elle a automatiquement passé le 4e jeu. En plus d'elle, 17 autres joueurs ont également passé le jeu. Pendant ce temps, l'hôte se rend compte que Junho se trouve dans sa chambre, car lorsqu'il a essayé d'appeler la police depuis un téléphone local, Junho a raccroché le combiné du mauvais côté. L'hôte part à la recherche de Junho. Il déclare qu'il sait que Junho est un policier, car il a examiné la balle qui a tué le 28e joueur, et il s'avère que cette balle a été tirée par un revolver de policier. Il inspecte l'endroit où Junho se cache, mais en raison d'un appel radio, il part. Après avoir perdu de nombreux amis, les joueurs sont abattus. San-woo réconforte Gi-hun en lui disant que le vieil homme avait quand même une tumeur au cerveau. Un des joueurs qui jouait en paire avec sa femme propose de voter à nouveau pour mettre fin au jeu. San-woo dit qu'il ne laissera pas tout en plan et refuse d'arrêter le jeu. Le soir, 6 riches invités masqués en animaux arrivent sur l'île. L'hôte informe le propriétaire du jeu du calmar que les invités sont arrivés. L'hôte accueille les invités. Il s'avère qu'ils sont venus pour regarder
regarder les derniers jeux et parier sur les joueurs. L'hôte conduit les invités dans une salle spéciale. Les invités demandant à l'hôte quelle sera la prochaine épreuve. L'hôte refuse de répondre. À travers un dialogue entre l'hôte et un invité, nous découvrons que les invités suivaient tant les jeux depuis le début dans leur cinéma maison, mais qu'ils sont venus personnellement sur l'île pour voir les derniers jeux en direct. À la télévision, l'un des riches invités remarque que le 69e joueur veut quitter le jeu à cause de la perte de sa femme. L'invité était triste car il avait mis $1 million sur sa victoire. Il l'avait choisi parce qu'il aimait le nombre 69. Juno attrape un serveur puis se change en portant ses vêtements. Avant de se rendre dans la salle, il glisse son téléphone avec l'enregistrement allumé dans sa manche. Le matin arrive et les soldats Toto-Rose apportent un cercueil dans la salle d'attente car le 69e joueur a été éliminé du jeu. Avant le 5e jeu, le prix en argent s'élève à 44 milliards de won, soit environ 38 millions de dollars. Pendant ce temps, les invités riches discutent au calme de leur pari. L'un d'eux veut parier jusqu'à 2 millions de dollars sur un joueur. Avant de commencer, chaque joueur doit choisir un gilet numéroté de 1 à 16. Les gilets portant des numéros intermédiaires sont pris en premier, et à la fin, il ne reste que les gilets avec les numéros du début et de la fin. Les invités décident de donner un indice au joueur, et l'hôte annonce que le numéro sur le gilet représente le numéro sous lequel le joueur commence. L'un des invités riches, qui avait précédemment parié sur le 69e joueur, décide de parier sur le 96e. Gi-hun décide de choisir le gilet numéro 1, mais le joueur numéro 96 s'approche de lui et lui demande d'échanger leur gilet, car il veut être le premier, et non le dernier. Gi-hun donne le gilet numéro 1 au joueur numéro 96, et, en échange, reçoit le gilet numéro 16. À ce moment-là, dans la salle, tout le monde rit de l'invité qui avait parié sur le joueur numéro 96. La scène suivante montre le début du jeu. Les joueurs arrivent dans la zone de jeu qui ressemble à un chapiteau de cirque. Le jeu s'appelle le pont de verre. Chaque carreau était fait de 2 types de verre, un verre trempé et solide et un verre ordinaire et fragile. Le verre trempé peut supporter une personne, voire plusieurs, mais l'ordinaire non. Les joueurs doivent deviner les carreaux et traverser le jeu avant la fin du minuteur. Ils ont exactement 16 minutes pour terminer le jeu. Le joueur numéro 1 enlève ses chaussures et décide où poser le pied en premier. Il choisit une dalle pendant 2 minutes et réussit à deviner la première, mais il échoue à deviner la deuxième, et il est éliminé. L'invité qui avait misé de l'argent sur lui ne suit plus le jeu, car il est maintenant attiré par Junho. Les joueurs portant des gilets numérotés de 2 à 8 sont également éliminés du jeu. Le joueur numéro 101 a choisi un gilet numéro 9, et c'est maintenant à lui de choisir une dalle. Le joueur numéro 101 déclare qu'il ne compte pas aller plus loin et demande à quelqu'un d'autre de prendre sa place. Le joueur portant le gilet numéro 10 avance et est éliminé. Pendant ce temps, l'invité se retire avec Junho dans une pièce, mais le policier sort une arme et modifie une nouvelle fois la situation en sa faveur, forçant l'invité à retirer son masque et à raconter tout ce qu'il sait sur le jeu du calmar devant la caméra. C'est au tour du joueur numéro 212, mais au lieu d'avancer, elle saisit le joueur numéro 101 et, ensemble, ils sont éliminés du jeu. En raison de l'absence prolongée du serveur et de l'invité, l'hôte ordonne à l'un des soldats roses de vérifier si tout va bien. Le soldat rose trouve l'invité inconscient et en informe l'hôte. Il ne reste plus que 4 joueurs dans le jeu. Le joueur numéro 13 affirme qu'il peut distinguer les dalles en verre trempées des dalles ordinaires en fonction de l'éclairage, car il est fabricant de verre. Les invités comprennent que le joueur numéro 13 triche et demandent à l'hôte d'éteindre la lumière. Le joueur numéro 13 ne peut plus distinguer visuellement le type de verre et dit qu'il est possible de tenter de le reconnaître par le son, mais qu'il faut lancer quelque chose sur le verre. Gi-hun réalise qu'il a encore une bille de la précédente partie dans sa poche, mais cela ne suffit pas. Il reste 20 secondes. Le joueur numéro 13 hésite à choisir une dalle, mais c'est San-woo qui choisit pour lui et le pousse en avant. Le joueur numéro 13 est éliminé, ce qui permet aux 3 autres joueurs de continuer. À la fin du compte à rebours, les verres explosent et blessent pour nos héros, avec des blessures particulièrement graves pour Sae-byok. Junho s'échappe de l'île où se déroulent les jeux grâce à un équipement de plongée, et l'hôte ainsi que les soldats le rose commencent à le chercher en bateau. Junho refait surface sur une autre île et sort immédiatement son téléphone, espérant capter un signal mobile, mais il n'y en a pas. Le policier décide de gravir la montagne et d'essayer d'obtenir un signal depuis l'abro. L'hôte et les soldats roses le suivent après avoir remarqué une bouteille d'oxygène sur l'île. Une
fois, en haut de la montagne, Junho capte un signal sur son téléphone. Il parvient même à appeler son supérieur et lui demande d'envoyer des renforts. Junho commence à télécharger toutes les preuves compromettantes et les envoie à son supérieur. Pendant ce temps, 3 joueurs arrivent de jaune dans la salle d'attente où il ne reste que 3 lits. Sae-byok est très mal en point à cause de ses blessures causées par des éclats de verre. Gi-hun essaie de demander à San-woo pourquoi il a poussé ce pauvre joueur. Une dispute éclate entre eux à ce sujet. À ce moment-là, les soldats roses entrent dans la salle d'attente et annoncent que, puisqu'ils ont réussi à passer les 5 épreuves, un cadeau spécial les attend, mais pour le recevoir, ils doivent se changer dans les costumes qui leur ont été préparés. Dans les toilettes, Sae-byok découvre un gros éclat de verre qui s'est enfoncé dans son abdomen. Elle le retire et se fait un pansement. Après s'être changés, les participants se dirigent vers leur dernier dîner. Un soldat avec un masque carré leur dit qu'ils ont mérité ce repas et leur conseille de bien manger avant la dernière épreuve. Gi-hun et San-woo se jettent sur la nourriture, mais Sae-byok ne peut pas manger. Pendant ce temps, Junho découvre l'hôte et les soldats sur l'île. Il tente de s'enfuir, mais se rend compte qu'il est pris au piège. Il est encerclé par les soldats roses sous les ordres de l'hôte. Junho leur dit qu'il a tout filmé et envoyé les vidéos à ses collègues de la police et que la garde côtière arrivera bientôt. L'hôte lui répond qu'il n'y a pas suffisamment de signal sur l'île pour envoyer des fichiers. L'hôte lui offre une chance de survivre et lui dit que s'il lâche son arme, il restera en vie. L'hôte lui dit qu'il sait que Junho n'a plus qu'une seule balle. À la fin du dîner, les soldats roses débarrassent à main la table. Ils laissent un couteau devant chaque finaliste, insinuant ce qu'ils doivent en faire. Gi-hun prend son couteau après que San-woo ait pris le sien. L'hôte se rapproche de plus en plus de Junho. Junho lui tire dans l'épaule. L'hôte ordonne aux soldats de ne pas tirer sur Junho et lui dit que maintenant, il n'a plus de balles. L'hôte retire son masque et il s'avère que tout ce temps, c'était son frère. Ino tend la main à son frère lui proposant de le rejoindre. Mais lorsque Junho ne lui tend pas la main en retour, Ino tire sur son frère cadet. La nuit, aucun des joueurs ne dort. Tous sont assis avec un couteau en main. Gi-hun s'approche de Sae-byok et lui demande comment elle se sent. Sae-byok évite de répondre. Gi-hun propose à Sae-byok de s'allier contre San-woo, qu'il considère obsédé par la victoire et l'argent. Sae-byok lui demande ce que Gi-hun ferait en cas de victoire. Gi-hun répond qu'il rembourserait d'abord toutes ses dettes, achèterait un magasin pour sa mère et qu'il souhaite également devenir un bon père pour sa fille ronde de 10 ans. Sae-byok lui dit que son petit frère, Cho, a aussi 10 ans. Elle explique qu'elle voulait gagner le jeu pour pouvoir récupérer son petit frère de l'orphelinat, emmener sa mère en Corée du Sud, puis acheter une maison pour vivre tous ensemble. Sae-byok et Gi-hun concluant un accord. Si l'un d'eux parvient à sortir du jeu vivant, il prendra soin de la famille de l'autre. San-woo s'endort et Gi-hun s'approche de lui pour l'éliminer du jeu, mais Sae-byok l'arrête, lui disant qu'il n'est pas comme lui, qu'il a un cœur pur, puis s'évanouit immédiatement en raison de la perte de sang. Gi-hun appelle à l'aide, les organisateurs ouvrent les portes, mais ils portent curieusement un cercueil avec eux. Lorsque Gi-hun se retourne, il se rend compte que, pendant qu'il appelait à l'aide, San-woo a éliminé Sae-byok du jeu. Foudrage, Gi-hun se jette sur San-woo, mais les soldats roses l'arrêtent pour que la 6e et dernière épreuve est la Descendiutin. Le dernier jeu est le jeu du calmar, auquel Gi-hun et San-woo jouaient étant enfants. Un soldat rose lance une pièce pour déterminer qui sera le défenseur et qui sera l'attaquant. Gi-hun gagne et choisit le rôle d'attaquant, tandis que San-woo se voit attribuer le rôle de défenseur. L'hôte explique que si l'un des joueurs ne peut poursuivre le jeu pour une raison quelconque, la victoire revient à l'autre. Cela signifie que l'un d'eux peut éliminer l'autre du jeu avec un couteau et devenir le vainqueur. Le jeu commence. Gi-hun fait ses lacets, prend du sable et saute sur un pied jusqu'à l'autre coin. San-woo se prépare à éliminer Gi-hun du terrain, mais Gi-hun lui jette du sable dans les yeux, puis traverse la gorge du calmar, lui permettant ainsi de marcher sur 2 pieds. La pluie commence. San-woo dit qu'il a éliminé Sae-byok du jeu pour que lui et Gi-hun ne renoncent pas à Nanspa, car si cela se produisait, ils rentreraient chez eux les poches vides. Gi-hun dit qu'il ne le laissera pas partir avec l'argent et une bagarre au couteau commence. Pendant la lutte, ils perdent tous les deux leurs couteaux et commencent à se battre à main nue. San-woo essaie de pousser Gi-hun hors du terrain pour gagner. En attrapant un couteau, San-woo le plante dans la jambe de Gi-hun. Dès que Gi-hun tombe sur le dos, San-woo se prépare à finir le combat, mais Gi-hun arrête le couteau avec sa main. Ensuite, il mord la jambe de San-woo. Gi-hun fait tomber San-woo sur le dos, mais ne l'élimine pas du jeu. Gi-hun se relève et se dirige vers la tête du calmar pour terminer le jeu. Lorsque le soldat rose braque son arme sur San-woo, Gi-hun se souvient de son amitié d'enfance avec San-woo et arrête le soldat. Gi-hun propose un vote pour arrêter le jeu, conformément à la 3e règle qui stipule que les jeux peuvent être interrompus par la décision de la majorité. Autrement dit, si les joueurs refusent, le jeu sera terminé. Ji-hoon tend la main à San-woo, celui-ci tente de
la saisir en retour, et il semble que ce soit la fin. Les amis d'enfance vont quitter ensemble, mais ensuite, à la surprise de Gi-hun, San-woo prend un couteau et se retire du jeu. Avant de partir, San-woo demande à Gi-hun de prendre soin de sa mère. Gi-hun gagne et remporte le prix de 45 milliards de won. Plus tard, l'hôte, qui est aussi In-ho, emmène Gi-hun les yeux bandés chez lui. Il le félicite avec un verre de champagne. Gi-hun lui demande pourquoi ils font tout cela, et l'hôte répond que ces jeux ressemblent aux courses de chevaux que Gi-hun aime. Certains parient sur les chevaux, tandis que d'autres, les riches, aiment parier sur les humains. La question de savoir qui est l'hôte reste sans réponse. Gi-hun est endormi et ensuite jeté avec une carte bancaire dans la bouche quelque part dans un quartier de Séoul. Arrivé à la banque, Ji-hun tente de retirer 10 000 won et devine le code PIN dès la première tentative. Il s'avère que son numéro de jeu est 456. Plus tard, alors que Gi-hun rentre chez lui, il rencontre la mère de San-woo. À cause de l'apparence de Gi-hun, elle pense qu'il a été battu. La mère de San-woo lui donne une maquereau pour qu'il dîne avec sa mère. Gi-hun lui tend les 10 000 won qu'il a retirés, mais elle refuse de prendre l'argent. À la fin de la conversation, la mère de San-woo demande à Ji-hun s'il a entendu parler de son fils San-woo, car son téléphone est hors service. Ji-hun ne répond pas. En arrivant chez lui, il trouve sa mère par terre. Bien qu'il ait de l'argent pour l'opération, il était trop tard. Le temps passe d'une année. Ji-hun, qui ressemble à un sans-abri, se rend dans une banque de Séoul sur leur demande. Le banquier parle avec Gi-hun et est surpris de voir qu'une telle somme se trouve sur un compte ordinaire, sans même être capitalisée. Le banquier lui propose un service pour faire fructifier son argent, mais Gi-hun, ne voulant pas écouter, se lève simplement et, avant de partir, demande au banquier de lui prêter 10 000 won. Étant donné que Ji-hun est un client privilégié grâce à la somme déposée à la banque, le banquier lui donne sans problème les 10 000 won. Le soir, au bord de la rivière, une femme s'approche de Gi-hun et lui demande d'acheter des fleurs. Gi-hun lui tend un billet et la femme pose un fleur près de lui, accompagnée d'une enveloppe au design suspectement familier. Dans l'enveloppe, il y a une carte de visite avec le logo du jeu du calmar, sur laquelle sont inscrits la date et le lieu de la rencontre. À son arrivée à l'endroit indiqué, Gi-hun rencontre Il-nam, allongé sur un lit d'hôpital qui en réalité a survécu. Gi-hun ne comprend pas ce qui se passe. Au fur et à mesure de la conversation, on comprend qu'Il-nam est le propriétaire du jeu du calmar. Gi-hun veut étrangler Il-nam, mais ce dernier lui dit que s'il fait cela, Gi-hun ne recevra pas les réponses à ses questions et lui propose de jouer à un jeu. En bas, sur le trottoir, un homme ivre est allongé. Si personne ne l'aide avant minuit, Il-nam gagne, mais si quelqu'un aide l'homme avant minuit, Gi-hun gagne. Gi-hun dit que s'il gagne, il éliminera Il-nam du jeu ici même. Ensuite, Gi-hun demande qui est vraiment Il-nam et si ce dernier n'a pas menti, ne serait-ce que sur son nom. Il-nam répond que son nom est authentique, qu'il a effectivement une tumeur et que la maison dans le 4e jeu a bien été créée d'après celle dans laquelle il a s'agrandi. Il-nam explique qu'il sait que Gi-hun ne dépense pas l'argent qu'il a gagné et lui demande pourquoi, puisque c'est sa récompense. Minuit approche et personne n'a encore aidé l'homme dans la rue. Gi-hun demande quel était le but de ce jeu. Il-nam lui répond qu'à partir du moment où une personne a trop d'argent, la vie devient ennuyeuse et monotone. Un jour, lui et un groupe de riches ont décidé d'organiser un jeu pour rendre la vie plus excitante. Il-nam rappelle à Gi-hun que tous les joueurs ont participé de leur plein gré et sont même revenus sur l'île après avoir été ramenés chez eux. Gi-hun demande pourquoi le propriétaire du jeu a décidé de devenir lui-même un joueur. Il-nam explique que, lorsqu'il était enfant, il adorait jouer avec ses amis et qu'il voulait revivre ses émotions. Il ajoute aussi que c'est grâce à Gi-hun qu'il a pu retrouver ses souvenirs d'enfance. Alors qu'il ne reste que quelques secondes avant minuit, des policiers arrivent enfin pour aider l'homme dans la rue. Gi-hun gagne le pari, mais à ce moment, Il-nam n'a pas le temps de voir que la bonté existe encore. Gi-hun espère qu'Il-nam a tout vu et compris sa défaite. Gi-hun s'en va. Plus tard, In-ho rend visite à Il-nam. On nous montre un flashback où Il-nam dit à In-ho que jouer est bien plus intéressant que d'être spectateur. Un peu de temps passe et Gi-hun se rend chez le coiffeur où il se fait couper les cheveux et les teindre en rouge. Ensuite, on voit Gi-hun se rendre chez le frère cadet de Sae-byok et le récupérer de l'orphelinat. Il l'emmène chez la mère de San-woo pour qu'elle s'occupe de lui. Dans la valise apportée par Cheol, il y a une grande quantité d'argent et une note de Gi-hun indiquant qu'il doit cet argent à San-woo. Après un certain temps, on voit Ji-hun dans le métro se dirigeant vers l'aéroport. Il prévoit de partir pour New York afin de retrouver sa fille. Cependant, il aperçoit un recruteur de l'autre côté de la plateforme en train de jouer à un jeu de tag-ji avec quelqu'un, tout comme il l'avait fait avec lui l'année précédente. Gi-hun court vers l'autre côté de la plateforme, mais le recruteur parvient à monter dans le train et à partir. Gi-hun prend la carte de visite
visite du joueur qui était avec le recruteur. Lorsque l'homme lui demande de rendre la carte, Ji-hoon refuse. Plus tard, Ji-hoon s'apprête à embarquer dans l'avion, mais il s'arrête finalement. Il compose le numéro inscrit sur la carte de visite. Le présentateur le reconnaît immédiatement et lui ordonne de monter dans l'avion et de quitter Séoul, mais Ji-hoon se retourne et s'éloigne du chemin de l'avion.